Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nicéphore Soglo et Boni Yayi, deux anciens chefs d'État du Bénin, reçus par le général Tiani, un lubrifiant pour le dégel de la crise Bénin-Niger, point d'interrogation. Éclairage avec nos invités et consultants de ce dimanche soir. J'ai nommé Ouldat Mama, auteur, politiste, spécialiste des questions internationales. Ouldat Mama, bonsoir. Bonsoir Lénaïka Gwazaou, bonsoir au plateau et bonsoir aux téléspectateurs. Et juste à côté de vous, Augustin Sodinou, analyste politique. Augustin Sodinou, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir les téléspectateurs de la chaîne Mère. Et bonsoir à tous ceux qui sont présents sur ce plateau. Et en face de vous deux, Aristide Kanoussou, journaliste chroniqueur, correspondant de Fraternité FM à Cotonou. Aristide Kanoussou, bonsoir. Bonsoir Lénaïka Gwazaou. C'est vrai, je suis en face d'eux, mais pas dans une position antagoniste. Pas du tout. Bonsoir Ouldat Maman, bonsoir à Augustin Sodinou, bonsoir à tous les téléspectateurs de la SRTV. Les autres sujets à aborder avec vous, chers débatteurs, il s'agit bien évidemment du Conseil des ministres qui a annoncé de nouveaux chantiers routiers dans la ville de Cotonou, au Kenya. On a enregistré de violentes manifestations contre le projet de budget 2024-2025. Et enfin, sur la toile, les internautes qui se réjouissent de la création annoncée de la chaîne de télévision Benin TV à l'AFIA qui mettra en lumière notre culture et par ricochet nos langues nationales. Mais avant tout ceci, nous démarrons avec la revue de presse hebdomadaire de Marcela Rossi. Médiation des anciens présidents au Niger, Tiani, ouvert et disposé pour un dégel. Selon Matin Libre, les anciens présidents du Bénin, Nicéphore Soglo et Boni Yayi, ont pris sur eux la responsabilité d'aller échanger avec le président du Niger en vue de la résolution de la crise qui dure depuis quelques mois. Initiative salutaire, pointe fraternité. Mais le journal estime que cette démarche doit aller au-delà de la seule rencontre avec le chef de la junte au Niger, quand bien même jusqu'ici, ce dernier reste campé sur sa position. Quelle suite ce voyage, loin d'être pour l'agrément, aura dans la crise entre les deux voisins, se demande Info Matin. Les deux seniors politiques qui, en temps normal, sont chacun à sa manière opposants au régime de la rupture, ont en effet surpris leur monde en se rendant dans la capitale nigérienne. L'on ne saurait toutefois imaginer que les choses bougent autrement sans que les deux anciens présidents ne rencontrent leurs successeurs pour espérer la paix des braves dans une affaire aux contours pas forcément clairs pour l'opinion publique, mais dont les effets se ressentent des deux côtés du pont de Malanville, poursuit Info Matin. Sans cet échange avec leur successeur, martèle fraternité, l'initiative prise n'aurait pas sa raison d'être et il donnerait bonne foi à ceux qui y voient déjà d'autres intentions derrière leur noble démarche. À la une, au Kenya, les émeutes contre la vie chère. Des dizaines de milliers de Kenyans sont descendus dans les rues des grandes villes du pays. À Nairobi, ils ont convergé dans le centre-ville. D'après l'ONG Amnesty International, des violences ont en parallèle éclaté et les policiers ont tiré à balles réelles. Radio France Internationale aurait rencontré des manifestants qui affirment avoir vu plusieurs dépouilles. Les manifestants contre le projet de loi sur les finances ont violé la sécurité du Parlement et ont réussi à accéder à son enceinte. Le 25 juin, ces événements débutent autour de 15 heures. Selon les médias locaux, les photos à la une du site internet du quotidien The Standard sont éloquentes. Une foule compacte devant le Parlement partiellement en flammes, un député hagard devant un camion de police incendié et la main de cet homme pleine de douilles ramassée au sol. La police a en effet tiré à balles réelles. Le bilan est lourd dès ce premier jour de manifestation, raconte le site. Selon l'article 37 de la Constitution, rappelle le quotidien kényan. Nation, toutes les personnes ont le droit pacifiquement et sans armes de se rassembler et de manifester. Cependant, ce à quoi nous avons assisté ces derniers jours, c'est à une brutalité policière flagrante, déplore le journal. Au cœur de la contestation, les réformes menées par le chef de l'État élu il y a moins de 2 ans. La nouvelle proposition de loi de finances pour 2024-2025 a mis le feu aux poudres, pointe Le Monde Afrique. Elle ajoute une série de taxes au budget déjà très serré des citoyens. L'État s'est défendu en martelant qu'il visait à éviter un défaut sur la dette grandissante du pays. Mais les Kenyans, dont un tiers vit sous le seuil de pauvreté, ressentent avec colère ces mesures d'austérité, tandis que l'État affiche un train de vie jugé
dispendieux relève encore le monde d'Afrique. En 2 ans, la State House a été rénovée à grands frais. La flotte de voitures officielles a été renouvelée. Les postes gouvernementaux ont été multipliés. Fin mai, William Ruto a loué pour sa délégation un coûteux jet privé pour un voyage d'État à Washington. Je pense que les gens ont atteint leurs limites, notamment les jeunes, analyse la chercheuse et essayiste Nandiala Niabola, citée par le journal. Jamais. Hormis les crises post-électorales, notamment en 2008, le Kenya n'avait connu de telles manifestations de la rue animées essentiellement par la jeunesse, fait remarquer le journal burkinabé aujourd'hui au Faso. Depuis plusieurs mois, le Kenya traverse une période économique particulièrement difficile. La dépréciation de leur monnaie, combinée à une inflation galopante, a considérablement réduit le pouvoir d'achat des citoyens. Les prix des denrées alimentaires de base ont doublé, tandis que les coûts de l'énergie et des transports ont atteint des sommets historiques. Cette situation a poussé de nombreuses familles dans une précarité accrue, exacerbant les tensions sociales, explique Afrique.com. Finalement, raconte le site kenyan The Standard, après des semaines de grandiloquence, le président William Ruto a cédé à la pression populaire en choisissant de ne pas signer le projet de loi de finances controversé à l'origine des manifestations dans tout le pays. Après son adoption au Parlement, le 25 juin 2024 restera une date clé dans l'histoire du Kenya. Ont souligné mercredi 26 juin les journaux de ce pays d'Afrique de l'Est, réputé pour son dynamisme économique et sa démocratie relativement stable, affirme Le Monde. Alors, que va-t-il se passer maintenant, s'interroge le quotidien kényan. Reste que les plaies sociales sont profondes. Lors des manifestations de ces derniers jours, note Le Monde Afrique, des pancartes ont grimé les députés en cochon, eux qui figurent parmi les parlementaires les mieux payés au monde. L'exécutif n'a pas été épargné, surtout le président William Ruto, élu il y a 2 ans en promettant des millions d'emplois et une vie moins chère. Mais depuis son arrivée au pouvoir en 2022, il a multiplié les nouvelles taxes pour faire face à la dette, au point que le très pieux Ruto est désormais surnommé Zakayo, du nom de Zaché, un opiniâtre collecteur d'impôts de la Bible. Ruto must go, Ruto doit partir, clament les manifestants. Et sous la cendre couvre toujours le feu, titre ce vendredi l'Observateur Palga. Le casus belli de ces journées insurrectionnelles est le projet de loi de finances prévoyant de nouvelles taxes touchant notamment les produits de première nécessité, ce qui ne devait pas arriver est arrivé, poursuit le quotidien burkinabé. Le journal The Standard souligne que les forces kenyanes de défense ont fait une démonstration de puissance blindée sans précédent à Nairobi, ce qui, note le journal kenyan, marque une rupture significative avec la tradition puisque la police kenyane a jusqu'à présent toujours géré les manifestations sans intervention militaire. Dans ce contexte, le retrait de la loi budgétaire suffira-t-il à calmer la colère, s'interroge tout le monde. C'est une victoire pour le pays, mais ce n'est évidemment pas la fin, estime un activiste interrogé par Le Monde. L'attention pourrait se détourner de la résidence officielle récemment rénovée de William Ruto, mais ce dernier doit maintenant trouver les centaines de millions de dollars qui manquent à son budget, conclut Le Monde. Merci à vous, cher Marcel Arossi, pour ce panorama de l'actualité vu, traité et relayé par les canaux parus au cours de la semaine. Place maintenant au décryptage en plateau. Décryptage de l'actualité nationale d'abord, 7 jours au Bénin. Et je démarre avec vous, cher Aristide Kanoussou. Plus besoin de rappeler l'état actuel de la qualité des relations entre le Bénin et le Niger. Des relations tendues malgré tous les efforts entrepris par l'exécutif et son chef, je vais nommer le président Patrice Talon, point de dégel de la crise. La semaine dernière, lundi dernier précisément, les anciens présidents de la République, à savoir Nicéphore Soglo et Boni Yahi, ont initié, je vais dire, une sorte de diplomatie parallèle et ont pu être reçus à Niamey par le président du CNCP, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général Tchiani, président de la transition en cours au Niger, mais aucune déclaration n'a filtré de leurs échanges à la fin. D'abord, il faut leur reconnaître l'honneur qui leur est dû en tant qu'ancien chef d'État et pourquoi pas les féliciter pour
cette démarche. Ils avaient tous les motifs sérieux possibles pour pouvoir initier cette médiation. Et je pense que si on observe de près, ils ont l'expérience aussi bien éprouvée qu'approuvée de le faire, parce que Nicéphore Dieudonné Chauveau, c'est quand même le vice-président du Forum des anciens chefs d'État d'Afrique. Et à son côté, Boni Yayi, c'est quand même un ancien président de l'Union africaine, ancien médiateur de la CEDEAO en Guinée. Et donc, ils ont l'étoffe nécessaire pour pouvoir le faire. Cette intercession gracieuse qu'ils ont décidé d'offrir démontre à suffisance que, eh bien, ils ont placé le Bénin au-dessus de l'intérêt personnel. En tout cas, c'est dans mon imaginaire que je lis ce postulat. Sinon, dans l'antithèse, je peux dire que c'est une formule, comme vous l'avez dit, il n'y a aucune déclaration. Tout concourt à conclure que c'est une formule qui ne fera pas bonne recette, parce qu'il y a beaucoup d'éléments, justement, si vous permettez qu'on y aille en même temps, il y a beaucoup d'éléments qui font que ce silence dont vous parlez nous fait déduire que c'est un silence d'échec. C'est peut-être un silence diplomatique. On aura l'occasion de creuser le sujet en profondeur. Ouldat Maman, pour vous qui vous investissez dans les questions internationales, quelle est cette forme de médiation à la tête de laquelle on voit les présidents Boni Yayi et Nicéphore Soglo? Oui, je pense qu'il s'agissait pour les deux anciens présidents de mettre à contribution dans la balance leur poids politique et en quelque sorte institutionnel également, et même générationnel. Dans notre contexte socio-culturel, ça a tout son sens. Ce sont des anciens, et puis en Afrique, on a toujours l'idée, n'est-ce pas, que les anciens présidents sont une forme d'institution, partout dans le monde par ailleurs. Ils ont un statut particulier dans la République. Dès lors qu'ils quittent le pouvoir, on est quelque peu canonisé, sanctifié de façon laïque et républicaine. Donc c'est cette aura-là et cette posture statutaire finalement que ces anciens chefs d'État sont venus mettre à contribution pour catalyser une reprise de dialogue entre les acteurs, en tout cas ici à Cotonou et puis là-bas le CNSP nigérien. Je pense également, c'est vrai qu'on n'a pas de renseignements, on n'a pas vraiment entendu si le palais de la Marina est impliqué, comment la communication s'est faite, mais j'ose croire quand même que la politesse a été faite, j'espère, au palais de la Marina. Officiellement que les deux chefs d'État n'ont pas effectué ce voyage sous la coupole de l'actuel président de la République, Patrice Talon. Est-ce que les décisions qui pourraient découler de cette médiation pourraient engager l'État béninois? Non, mais il n'y a pas de décisions qui doivent découler. Ils n'ont pas de pouvoir décisionnaire. Tout ce qu'ils peuvent s'évertuer à faire, c'est de faciliter le dialogue, d'être une courroie de transmission. Alors c'est justement, je trouve, paradoxalement, cet informel qui permettrait peut-être que quelque chose aboutisse, parce que quand on a des accusations aussi graves qui sont portées de part et d'autre, vous avez quand même une posture à maintenir, une crédibilité à maintenir, puisque si vous avez des déclarations aussi tranchées vis-à-vis de votre voisin, du côté de Niamey, le siphonnage de leur pétrole, couplé à la présence de bases militaires servant de camp d'entraînement à des légionnaires, en tout cas dont la visée est la déstabilisation du régime porté après le coup d'État du 26 juillet. Ici, à Cotonou, pas vraiment d'accusation, si ce n'est celle de sabotage éventuellement du pipeline, mais qui n'a pas été vraiment retenue par la suite par la criette. Donc, dans cette atmosphère extrêmement crispée, si vous voulez quand même que les acteurs maintiennent quand même une certaine posture, une certaine hauteur, il va falloir que le dégel se fasse d'abord de façon informelle. Il faut quand même qu'il y ait un certain nombre de goulets d'entranglement qui soient quand même levés. Et justement, c'est précisément cet informel, peut-être même entretenu à dessein par le palais de la Marina, on le saura certainement par la suite, Augustin, qui permettrait que quelque chose aboutisse. Oui. Augustin Sodinou, pour vous qui êtes proche des chapelles politiques, il se suffit que si jamais ce voyage des deux anciens présidents arrivait à produire les effets escomptés, les deux pourraient en faire une sorte de récupération politique. Alors, dans cette initiative, je voudrais bien créditer les anciens présidents de bonne intention, de vouloir contribuer à l'apaisement du climat tendu
qu'il y a entre le Bénin et le Niger. Mais force est de constater qu'à force de vouloir faire de la politique dans toutes les affaires qui surviennent autour de soi, qu'on commette des erreurs. Des erreurs de forme, la manière d'y aller. Depuis l'avènement de cette crise, si mes souvenirs sont bons, je n'ai pas vu une démarche des anciens présidents vers notre président de la République, le père de la nation, celui qui est à la charge des affaires publiques de notre pays actuellement, pour ne serait-ce que discuter avec lui par rapport aux approches de solutions qu'ils estiment être meilleures pour sortir, pour peut-être faire participer leurs expériences à celui qui est actuellement aux affaires. Mais on annonce, on publie à grand renfort médiatique qu'un déplacement des anciens présidents se porterait vers le président Tiani. À l'issue, nous n'avons jusque-là aucune déclaration. Selon moi, c'est non seulement vouloir faire de la récupération politique, mais c'est de vouloir faire d'une affaire sérieuse qui met en difficulté les peuples nigériens et les peuples béninois, c'est vouloir faire de cela de la politique. Ce n'est pas bien. Alors, la démarche est peut-être dans le sens de l'intérêt supérieur de la nation. Les bruits de couloir annoncent une rencontre très très prochaine entre le chef de l'État, Patrice Talon, et ses deux prédécesseurs. Nicéphore Soglo et Boni Yahi ont peut-être réservé la primeur du compte rendu de leurs échanges avec Tiani à Patrice Talon, qui sait. Vous savez, j'aurais aimé, et je peux me tromper, voir les anciens présidents avec le président Patrice Talon avant leur départ pour Niamey. Maintenant, qu'ils choisissent, que ce soit au retour de Niamey, qu'ils rencontrent le chef de l'État pour lui rendre compte de leur initiative personnelle, si cela contribue à l'apaisement de ce climat tendu qu'il y a entre les deux États, nous disons Dieu merci. Mais je peux vous assurer qu'il y ait une connotation politique, une intention de faire de la récupération politique, de vouloir doiter le pouvoir qui est là d'incapable et de prouver qu'on est capable de quelque chose. Nous voulons que les relations se normalisent entre les deux États. Toute initiative, d'où est-ce que cette initiative vienne, est la bienvenue. Mais vous semblez vous contredire, Augustin. Non, je ne me contredis pas. Si par exemple si j'ai des entrées à Niamey et que je peux contribuer, je peux vous assurer que je ne vais pas faire d'une communication, je ne vais pas publier que je suis en train d'aller pour apporter ma pierre à la construction de cette... Lorsque je fais cette communication, avant de me porter là-bas, c'est que je vais faire de ça de la récupération politique. C'est que je fais de ça une affaire politique. Ce point de vue d'Augustin Sodino? Oui, avant d'aller dans le fond du sujet, puisque je vous avais dit que c'était un échec, permettez-moi de rappeler que je suis un panafricaniste. Et la fois dernière, je vous ai dit que dans cette situation entre le Bénin et le Niger, si le Niger ne fait pas attention, elle deviendra le bourreau. Il va quitter la position de victime pour venir en position de bourreau. Et vous m'aviez présenté au départ comme correspondant de Fraternité FM. Ceux qui peuvent le témoigner en silence, en leur âme et conscience, peuvent témoigner qu'il y a quelques semaines, j'avais annoncé le sabotage du pipeline, un peu comme ça s'est passé avec le gazoduc qui liait la Russie et l'Europe dans le cadre de la guerre russo-ukrainienne. Et ça s'est passé. Et dans ce cas, je vous dis encore d'office que cette médiation proposée, qui se montre comme d'ailleurs un échec, va davantage enflammer les relations entre le Bénin et le Niger. Et je vais m'expliquer. Avant de m'expliquer, précisons d'ailleurs que le Niger a certes des raisons de craindre le Bénin, mais quand on parle d'une base militaire, c'est une caractéristique énorme de dispositif qui peut être même visible
à une certaine distance. Parce que c'est des réfectoires, c'est des doctoires, c'est un centre hospitalier, c'est un centre d'entraînement, c'est une piste d'atterrissage. Quand on parle de base militaire, ça peut être visible même de loin. Donc il peut arriver, on peut considérer qu'au Bénin, il y a des Français qui aident les troupes béninoises, nous sommes d'accord. Mais aller jusqu'à dire qu'il y a base militaire, moi je ne concède pas cela. Maintenant, parlant de ce que Augustin Soudy nous disait, vous savez, il veut exprimer presque la même chose avec moi, mais moi je vais exprimer ça autrement. Les gens disent qu'on doit dissocier ancien chef d'État d'acteurs politiques. Pour les deux, Nicéphore Soglo et Dr Thomas Boni-Yayi. Mais c'est impossible. Parce que Nicéphore Dieudonné Soglo, le président Nicéphore Dieudonné Soglo, ne l'oublions pas, a été contraint à aller à la touche. La Renaissance du Bénin a été contraint à aller au garage par les réformes initiées par le président Patrice Talon. Même chose avec le docteur Thomas Boni-Yayi qui a perdu son parti FCBE et par une remontada extraordinaire a pu se retrouver aujourd'hui comme chef de file de l'opposition et en même temps président du parti Les Démocrates. De ces deux positions, la médiation exige quoi? La médiation exige d'abord l'impartialité, la neutralité, garantir une indépendance des deux parties, des médiés, et la médiation exige qu'on ne juge pas. Qu'on ne juge pas. Et ça dit ni arbitre ni juge. Mais qu'est-ce que les deux anciens chefs d'État ont fait? Il y a un mois en arrière, en mai dernier, le président Nicéphore Dieudonné Soglo a clairement affiché sa position tranchée. Il a condamné le président Patrice Talon d'avoir pris une position de va-t-en-guerre. Même chose avec Dr Thomas Boni-Yayi, le chef de file de l'opposition. Son parti a condamné Patrice Talon pendant tout le temps. Maintenant, si vous avez adopté cette posture pendant un moment donné, et que vous décidez maintenant de vous porter en médiateur, ça veut dire que vous avez déjà brisé toutes les règles qu'impose la médiation. Alors, parlant de médiation, je reviens à vous, Ouldat Mama, vous avez des outils diplomatiques. Alors, à l'aune de ces outils, en quoi ça gêne cette médiation que mènent Boni-Yayi et Nicéphore Soglo? Non, mais je pense que mon vis-à-vis a été assez éloquent sur le sujet, c'est-à-dire que quand on revendique une position de médiateur, ça veut dire que, eh bien, on est à équidistance entre les deux parties. Et on a la possibilité de garantir que, quoi qu'ils se disent de part et d'autre, eh bien, on a les moyens de faire tenir les engagements aux deux acteurs. Il faut également qu'on ait les moyens de garantir les informations qui sont, en tout cas, qui sont distillées de part et d'autre. Est-ce que les deux présidents ont ce pouvoir-là? Est-ce que, j'en doute profondément, et par ailleurs, je voudrais rebondir sur le fait que c'est vrai que la réforme du système partisan, les différentes réformes du système partisan, ont fait en sorte de botter en touche aujourd'hui l'ancien président Nicéphore Soglo. C'est vrai que son grand âge et le fait que clairement aujourd'hui il soit marginalisé aurait tendance à le dédouaner de toute aspiration, en tout cas politique dans le sens politicien. Mais voilà que vous avez, pour nuancer, pour relativiser un peu cette dynamique-là, par ailleurs, c'était l'initiative de Nicéphore Soglo dans un premier temps qui a été rejoint par la suite par Thomas Boni-Yayi. Mais pour relativiser cela, vous avez justement ce dernier qui est revenu dans l'arène politique récemment à la tête du premier parti d'opposition qui s'oppose clairement sur de nombreux sujets, sur la plupart des sujets, en tout cas la direction que prend le gouvernement actuel. Donc voilà ce qui un peu vient jeter du sable dans l'image que nous offrent ces deux présidents. J'aurais préféré que le président Nicéphore Soglo, l'ancien président, y aille seul, parce que là, sa tendance est bien à troubler le jeu. À quoi réellement est-ce qu'on assiste? Parce qu'on a la résurrection d'un animal politique en la personne de Thomas Boni-Yayi. Est-ce qu'il va mettre de côté comme ça? Est-ce que comme ça on peut se départir d'une portion aussi intrinsèque à soi-même? Donc voilà un peu ce qui peut nuancer la portée quelque part de leur initiative, qui en soi est louable, mais
elle aurait pu être crédibilisée par une certaine... si ça avait été tempéré par... J'espère qu'ils n'ont pas snobé la Marina, que ça a été tempéré par un minimum de déférence et de respect envers les autorités actuelles. On verra par la suite, parce que de toute façon, la vérité sort toujours, tout se sait toujours. Donc on verra ce qu'il en est par la suite. Mais je veux nuancer quand même le propos liminaire que j'ai eu. Augustin Sodinou, le Niger serait en train de prévoir le détournement du pipeline vers le Tchad. La question de la frontière reste en suspens. Comment entrevoyez-vous la revitalisation de l'axe Niamey-Cotonou? Vous savez, les pays sont éternels, c'est les hommes qui passent. Et je salue les autorités nigériennes que le peuple nigérien n'a pas choisi et qui, aujourd'hui, se permettent par des émissaires, par des gens qu'ils envoient pour des émissions et tout, de dire tout et de ne rien dire sur le Bénin. Malheureusement, des anciens présidents qui ont une posture bien prononcée, très claire, à mon sens, se déplacent et permettent des commentaires qui n'honorent pas. Où on dit, par exemple, que le président Patrice Talon a fini toutes les initiatives, toutes les démarches qu'il a faites. Ils ne se sont pas encore prononcés après la rencontre. Vous savez, lorsque vous aimez une maison, même si vous avez des problèmes internes, vous ne pouvez pas aller appeler des étrangers pour faire d'eux des partenaires. Dieu seul sait si c'est pour permettre à la maison de grandir ou pour permettre à la maison de disparaître. Mais le Bénin restera. Et qu'ils sachent que nous suivons tout de près, car nous sommes inquiets. Nous nous demandons quelles sont les réelles motivations, quel est le contenu de la discussion. Et lorsque Aristide parle d'un aveu d'échec par rapport à ce silence, moi je trouve que c'est plus que échec. Et on ne finit pas d'apprendre. Le Bénin, on n'en sait encore rien. Il faut qu'ils aillent rencontrer Patrice Talon et de là va peut-être découler une substance. Le Bénin et le Niger, par la grâce de Dieu, sous peu, les relations vont se normaliser. Lorsqu'on parle par exemple du détournement et que le pipeline va désormais rallier le Tchad, je pense que si les Nigériens reprennent vraiment les calculs, il serait mieux et dans l'intérêt des deux peuples, dans l'intérêt des deux États, que le pétrole du Niger continue de passer par le port de Sémé et que les bonnes relations, puisque tout ce qui avait été avancé comme argument pour craindre le Bénin, j'ai entendu Aristide dire que le Niger a des raisons pour craindre. Non, le Niger n'avait aucune raison. C'est comme un petit problème et tout le monde tourne autour et on n'arrive pas à trouver de voie d'issue. Nous avons soupçonné, nous avons pensé. Et au fil du temps, vous vous rendez compte que ce que vous avez soupçonné au départ est faux. Maintenant, on s'attaque encore aux implications qui arrivent. On vous aura compris, Aristide Kanoussou, quelle forme de médiation faut-il encore explorer, fouetter pour espérer un dénouement de la crise? Il faudra d'abord faire une simulation pour comprendre à quoi va aboutir cette médiation d'abord avant de penser à une autre médiation. Ce que moi je constate, c'est que si j'essaie de rentrer dans la tête des deux colombes telles qu'ils se sont présentées, les deux anciens chefs d'État, ils n'iront dire autre chose que présenter le tableau des situations difficiles qu'ils ont eues avec Patrice Talon, les mailles parties qu'ils ont eues avec Patrice Talon, pour pouvoir maintenant convaincre le général Abdourahmane Tiani de peut-être rétablir la relation entre le Bénin et le Niger. Mais ce faisant, cela va conforter les autorités nigériennes dans leur position. Alors, vous n'avez pas encore répondu à ma question. Oui, c'est ça que je vous dis. Je viens à votre question. Ça va conforter ces autorités dans leur position de maintenir la relation telle qu'elle est. Maintenant, j'ose d'ailleurs croire qu'ils n'ont pas pris cette initiative sans consulter le président Patrice Talon. J'ose croire ça. Sinon, ne pas le faire, ça n'a rien alors, mais alors rien d'une médiation. Rien du tout d'une médiation. Et quand on parle d'échec,
ça se lit clairement dans le visage d'Abdourahmane Tiani sur les images qui ont circulé. Vous voyez, il n'y a aucune, je sais pas, il n'y a aucune lueur d'espoir sur son visage par rapport aux deux anciens chefs d'État qu'il a rencontrés. Alors, qu'est-ce qui va se passer après? Il va se passer que la situation sera davantage tendue. Parce que déjà, vous l'avez dit, on est en phase de dévier le pipeline vers le Tchad. Et la frontière est hermétiquement fermée du côté du Niger. Et il y a quelques jours en arrière, des Nigériens ont été condamnés à des mois d'emprisonnement avec sursis. Tout ceci combiné, mis à côté de ce que les anciens chefs d'État sont allés dire pour pouvoir peut-être, dans un cercle politicien, vouloir quand même convaincre Abdourahmane Tiani, et que, à côté, ça a permis de renforcer ces derniers dans leur position. Tout ceci mis ensemble nous montre clairement qu'il n'y aura pas d'issue de sitôt. On vous aura compris. Il n'y aura pas d'issue de sitôt. Oulad Maman, je finis avec vous sur le sujet. Vous n'avez pas une boule de cristal, je sais. Alors, mais comment entrevoyez-vous une pacification des relations bénino-nigériennes? Non, bon, j'ose espérer que le comité de réactivation du pipeline Niger-Tchad-Cameroun, je pense qu'il sera confronté à un test de réalité, de réalisme, parce que les États ne sont pas les seuls partis dans la création d'un pipeline. Il y a également une partie privée, un prestataire privé qui est chinois. Est-ce qu'ici il sera prêt à engager des travaux selon la volonté du CNSP nigérien? Est-ce que également le contexte dans lequel cette déviation pourrait intervenir convainc le partenaire chinois de la crédibilité et est-ce que c'est de nature à susciter la confiance dans les nouvelles autorités nigériennes? Donc peut-être que ce test de réalité va ramener les acteurs à une rationalité économique et commerciale qui veut que il est plus simple que le pipeline passe ainsi via le terminal de Sémé. Il faut également ajouter que le régime actuel n'est pas éternel et que même si il y a des griefs envers la gouvernance du président Talon à l'échelle communautaire, celle-ci va passer. Et que même le CNSP n'est pas éternel, et qu'en attendant, les Nigériens ont besoin d'écoles, ont besoin de renforcer leur système éducatif, d'investir dans leur capital humain, ont besoin d'infrastructures, et les revenus de la manne pétrolière dans les projections du budget national constitueraient une lueur d'espoir. Donc, j'ose espérer que c'est cette rationalité qui vaincra à terme et que toutes ces choses du registre du ressentiment, de l'humiliation, de l'émotion, toutes ces choses-là finalement finiront par être balayées par, encore une fois, le réalisme de la géopolitique. Merci à vous, chers débatteurs. Je reste avec vous sur un autre registre. Le dernier Conseil des ministres a donné son aval pour la mise en œuvre des travaux de reconstruction du pont du Ganri, de reconfiguration des carrefours Sobibra et La Roche et la réhabilitation des voies d'accès au pont au pluriel bien sûr. Augustin Sodino. Oui, à l'annonce de ces décisions du Conseil des ministres, je suis parmi les hommes les plus heureux du Bénin, puisque je suis au carrefour La Roche et je sais qu'on avait eu des voice populi où on avait dénoncé quand même l'état dans lequel ce carrefour se trouve. Alors, c'est une preuve que nos gouvernants sont à l'écoute. Et nous remercions le président Patrice Talon pour son leadership, pour sa façon méthodique de conduire les affaires dans notre pays. Les infrastructures se développent tous les jours. Et donc, c'est maintenant le tour des ponts de Ganri, le troisième pont, le carrefour La Roche et le carrefour Sobibra. Et vous pouvez être pauvre, mais être propre et chic, bien fait. Vous pouvez améliorer l'existant, renforcer la beauté, faire de ce que notre ville, la ville vitrine, Cotonou, soit une ville attrayante. Et donc, c'est dans l'ordre normal des choses, où nous voulons quand même que la destination Bénin soit une destination enviée de partout.
Lorsque les gens descendent à Cotonou, il ne faut pas que ce soit seulement de l'aéroport jusqu'au carrefour de l'Autorité nationale qu'on trouve de belles infrastructures. Il faut que ça s'étende au fur et à mesure. Et donc, je profite par cela pour appeler tout le peuple béninois à observer un peu de patience vis-à-vis du pouvoir actuel qui travaille tous les jours et que chacun aura son tour, comme j'ai eu le mien actuellement avec ces travaux. Je vous vois bien jubilé. Alors, Aristide Kanossou, 24 mois chrono, c'est le délai d'exécution de ces chantiers routiers qui vont consolider le patrimoine architectural de la ville de Cotonou. Ça ne me surprend pas, parce que ça fait partie du programme d'action du gouvernement. Et je vous ai dit que le président Patrice Talon, c'est quelqu'un qui fait rien que ce qu'il a programmé faire. Et il ne fait rien sans l'avoir au minimum, au moins annoncé. Donc c'est inscrit dans son programme. C'est la suite logique de la phase numéro 1 du projet asphaltage qui a permis à ce que le Bénin ait 198 km de voies bitumées aujourd'hui concernant 9 villes. La deuxième phase a été lancée et c'est couplé avec cette deuxième phase que le projet A7 traversée Cotonou ATC a été initié. C'est dans ce projet-là qu'il y aura la reprise d'un certain nombre de voies à Ganki, au niveau de Akpakpa vers PLM à Lejo. On aura également les reprises de voies au niveau de Saint-Michel en allant vers Carrefour Étoile Rouge et aussi vers Carrefour Toyota. Et c'est dans ce même projet, asphaltage surtout, il faut préciser, qu'on aura à Togouin, à Fijosé à Togouin, toutes les voies seront bitumées. On ne peut que se réjouir. À Agla, aujourd'hui, il y a des zones où ceux qui avaient l'habitude, en cette saison de pluie, de circuler en pirogue, ils sont heureux aujourd'hui. Vous allez quelque part vers Dokola, le long du quartier m'échappe, cette vie aujourd'hui, c'est devenu un petit Paris. Donc, je pense qu'il y a ces genres de projets qu'il faut saluer. Et mis à côté de ça, puisqu'on parle de Cotonou, n'oubliez pas, il y a le programme d'assainissement pluvial de Cotonou, qui est un programme très important pour permettre à ce que les eaux de pluie puissent véritablement bien circuler. Un programme qui a transfiguré l'Adji, par exemple. Tout à fait. L'Adji qui est réputée comme la zone où l'inondation est en permanence, à cause aussi, même parfois, de la montée des eaux, puisqu'ils sont au niveau de la bordure de la lagune. Donc voilà autant de projets qui permettent aujourd'hui de saluer. Et je ne peux pas me soustraire à cet exercice aussi, de saluer le président de la République. Ouldat Mama, Cotonou, la vitrine du Bénin, qui s'est métamorphosée avec la série de voies asphaltées, l'érection de la statue de l'Amazone, l'aménagement de plusieurs espaces verts, va encore connaître une bonne dose de toilettes. Oui, alors ça améliore l'attractivité de la ville, de la capitale économique du Bénin. Et puis, il faut dire que dans un contexte quand même continental, global de toute façon, mais continental aussi, d'urbanisation croissante, c'est-à-dire que les villes s'agrandissent, elles s'étalent, et les zones résidentielles vont de plus en plus loin. Donc, il est de plus en plus cher également de se loger en ville. Donc vous avez, en tout cas par souci pratique quand même, il faut qu'il y ait des infrastructures qui viennent répondre à cette nouvelle demande au niveau des centres urbains. Et je pense que ces infrastructures vont fluidifier les transports, les modes d'acheminement ici de ceux qui travaillent dans la capitale économique. Donc je pense que c'est à saluer. Je pense que de façon objective, c'est à saluer. Et puis autre chose, il faut quand même reconnaître le fait qu'à 2 ans de la fin du second mandat, vous ayez quand même des grands travaux qui continuent d'être entrepris, et je pense que c'est assez exceptionnel, et ça mérite ici d'être salué. Passons à présent au décryptage de l'actualité à caractère d'extranéité. C'est dans la rubrique Interactu. Nous sommes à Nairobi, au Kenya. Le projet du budget 2024-2025 qui prévoit une augmentation des taxes et impôts sur les produits de première nécessité et les transactions financières notamment provoque une fronde sociale, des manifestations perlées, plusieurs mois enregistrés. Face à la pression populaire, le président kenyan, William Ruto, a décidé de revoir sa copie, mais ça grogne toujours. Augustin Sodino. Oui, je déplore les pertes en vies humaines. Qu'on n'a pas besoin d'aller jusqu'à cette extrémité avant de s'écouter. Parce que la jeunesse notamment a pris les rues pour dénoncer ce projet de budget.
Et c'est après une vingtaine de pertes en vie humaine, de trucs de mort, que finalement le président... je crois que le mieux serait que lorsque le peuple commence à dire non, il vaut mieux savoir là où s'arrêter, quoi. Il ne faut pas aller jusqu'à ce point. C'est à déplorer. Et aussi, je pense que dans le rang des manifestants, il faudrait aussi que nous sachions raison garder. Nous n'avons pas, parce que nous voulons nous opposer aux gouvernants ou aux décisions des gouvernants, se permettre tout. Parce que les conséquences, malheureusement, c'est le peuple qui l'enregistre. Le pouvoir reste. Aller jusqu'à commettre des actes de vandalisme. De vandalisme, des biens publics et tout. Non. Le peuple a ses raisons. Parce que personne ne peut sourire lorsque on veut assister à l'augmentation des taxes sur des produits de première nécessité. Ça, c'est clair et net. Personne, aucun peuple ne va sourire lorsque des mesures comme ça veulent être prises. Mais il faut savoir raison garder aussi, c'est-à-dire contester, si possible marcher, si possible vraiment manifester son mécontentement, son opposition à cela, mais ne pas détruire l'existant, ne pas aller vraiment à une extrémité qui amène même des affrontements jusqu'à des pertes en vie humaine, car nous avons besoin de la jeunesse. L'Afrique a besoin de ses fils et de ses filles pour se construire. Et que les gouvernants aussi, c'est un signal. C'est le Kenya. Qui sait dans quel pays ça va se manifester encore? Car le gouvernant, lui, les gouvernants veulent améliorer les recettes publiques. Ils ont envie d'assainir, de faire des réformes pour pouvoir avoir beaucoup plus de ressources et passer maintenant à la redistribution. Mais le peuple a envie de vivre décemment. Le peuple ne veut pas que, s'il avait l'habitude d'acheter quelque chose à X francs, que d'ici l'année prochaine, qu'il soit obligé d'acheter la chose à X plus 1. Le peuple veut que les produits coûtent moins cher. Mais le gouvernement a besoin des ressources pour pouvoir mettre sa politique en marche. Que les deux parties sachent raison garder à quel niveau il faut s'arrêter, à quel niveau il ne faut plus continuer, parce qu'il faut nécessairement éviter les pertes en vie humaine. C'est la seule chose que je déplore dans cette situation-là. Nous sommes là dans votre marigot. Alors, dans quel contexte William Ruto a accédé à la magistrature suprême et pourquoi on note ce durcissement de ton au niveau des populations? Oui, William Ruto s'est présenté comme étant un homme du peuple, d'origine assez modeste, qui a gravi les échelons via une certaine méritocratie et qui promettait justement aux Kenyans une préoccupation vis-à-vis de leur portefeuille et un programme qui était censé appuyer leur pouvoir d'achat. Simplement, il n'a pas tenu ses promesses. C'est vrai que globalement, le pays est le moteur quand même économique de l'Afrique de l'Est. Néanmoins, cela s'inscrit toutefois dans une crise économique. Et il faut dire également que lorsqu'on demande des efforts au peuple, il faut également que les gouvernants le fassent, parce que parallèlement aux efforts, en termes de taxation que l'on demande, d'impôts que l'on demande aux populations, de l'autre côté, on note un train de vie dispendieux des autorités, des pouvoirs publics, et vous avez des députés qui régulièrement, à chaque mandature quasiment, qui augmentent leur dédommagement, leurs allocations. Donc vous voyez qu'il y a un problème quelque part. Mais plus profondément, et je pense que ici, Monsieur Augustin Soginiou, a relevé quelque chose, c'est que ça doit être un signal et que tous les gouvernants doivent regarder ce qui se passe au Kenya, parce que la question profonde ici, c'est celle du consentement à l'impôt. Le consentement à l'impôt qui est une notion importante dans le fonctionnement des États modernes. Et lorsque, effectivement, en tant qu'État en développement, on cherche à sortir et à s'émanciper des financements internationaux, c'est vrai qu'on doit élargir l'assiette fiscale, c'est nécessaire. Néanmoins, il faut que les gouvernements gardent bien en tête que le contrat social, c'est un va-et-vient et que rien n'est garanti et que il faut que, pour que l'autre partie, ça doit être
en quelque sorte transactionnel. Donc, vous avez, lorsque vous payez des impôts, est-ce que vous ne voyez pas le résultat en termes de services publics, éducation, santé, lorsque vous ne voyez pas les résultats en termes d'infrastructures, lorsque vous ne voyez pas les résultats en termes de sécurité, d'impartialité de la justice, lorsque vous ne voyez pas les résultats en termes de bonne gouvernance, mais vous n'avez aucun droit, vous n'êtes pas fondé pour augmenter les impôts. Et clairement, c'est certainement qu'il y a cette cassure, ce gouffre qui s'est fait entre les gouvernants et les gouvernés, et on ne peut pas tout rejeter sur les gouvernés qui ici ne sentent pas en réalité en quoi ces efforts qui sont consentis d'ores et déjà peuvent rissoler vers le bas. Par ailleurs, il faut également dire que ces augmentations, c'était sur les services hygiéniques, sur le pain, et puis tout d'un coup assez brusque. Donc vous voyez là aussi qu'il y a un manque de pédagogie réellement et même de respect envers quand même les populations. Si on veut y aller, il faut y aller quand même progressivement. Et je veux terminer par ceci également. Il faut dire que l'année passée, on a déjà augmenté les taxes sur les carburants. Donc il faut quand même savoir raison garder et avoir une science quand même de la réforme qui là clairement a péché, a manqué aux autorités kenyanes. Aristide Kanoussou, William Ruto, qui risque de devenir précocement impopulaire. Mais c'est ce qui va arriver à tous les entre-griffes opposants en Afrique. Parce que... Les opposants qui arrivent à accéder au pouvoir. Et parce que ce que nous oublions de faire remarquer généralement, c'est que le verbe en Afrique est sacré. Et quand on dit d'ailleurs opposant, on constate que c'est quelqu'un qui est en adversité sérieuse avec vous et qui est prêt même à aller aux mains. Parce que pourquoi les autres n'utilisent pas ces termes? Et qu'on parle de gauche, on parle de droite. Pourquoi ici, nous, on parle d'opposants? Ça agit sur nous. C'est ça qui déborde sur les violences. Et moi, en ce moment, je porte un mouvement zéro violence aux élections en Afrique. Alors, pour revenir à votre question, je vous dirais simplement, le Kenya, qui était en 2013 à 17 milliards de dollars de dette, est passé en 2021 à 111 milliards de dollars de dette. Et ces chefs d'État-là, Ruto avait promis redresser la pente. Quand il est venu, est-ce qu'il a pu? Ceux qui sont là aujourd'hui, ceux qui animent le mouvement Occupy Parliament, c'est-à-dire Occupons le Parlement, qui ont fait que les gens sont allés jusqu'au Parlement pour saccager tout. Eux aussi, une première dans l'histoire du pays. Ils sont en train de dire que Ruto n'a qu'à démissionner, ils vont venir et ils vont redresser le pays. Mais sans proposer aux gens comment vous voulez arriver à ça. Comment vous voulez faire ça? Ils ne proposent pas. Donc, on constate maintenant que l'opposition en Afrique n'est que dans une bulle de boulimie de pouvoir. Et une fois accédée au pouvoir, elle démontre toute sa lacune. Et il va falloir qu'on arrête ça. Et c'est les gens qui sont morts. Mieux encore, les boutiques qui sont aux alentours des voies ont été saccagées, pillées. Qu'est-ce que les tenanciers de ces boutiques ont fait de mal pour qu'on vienne piller leurs boutiques? Ces jeunes qui sont morts, est-ce qu'ils reviendront? Je pense qu'on doit vraiment faire promouvoir la culture de la paix, le sens de responsabilité à la jeunesse. Parce qu'on est en train de conduire, l'opposition en Afrique est en train de conduire la jeunesse à l'abattoir. Bouclons la boucle avec la dernière rubrique de l'émission, les potins de la toile. Aristide Kanoussou, je reviens à vous. Sur la toile, les internautes se réjouissent de la création annoncée de la chaîne de télévision Benin TV Alafia, qui sera la vitrine de nos langues nationales, destinée donc par ricochet à faire la promotion de la culture béninoise, une chaîne de télévision publique, bien sûr. Omika mieux de mon mégain, mon beau, on est. Je ne sois vivre une mi-temps, c'est bon. C'est déjà un prélude, justement, au démarrage de ces programmes. Je pense que, exprès, j'ai parlé le Nago de Yaïboni et le fond du président Nicéphore Dieudonné Soglo pour leur dire que tout ce que nous venons de dire, ce n'est pas pour jeter la pierre à qui que ce soit. Alors, revenant à votre sujet, je vous dirais tout simplement que la chaîne nationale, c'est notre chasse gardée. C'est tout ce que nous, Béninois, téléspectateurs, nous avons qui constitue notre patrimoine commun. Vous voyez, dans les ménages aujourd'hui, il y a des enfants qui ne comprennent même pas la langue de leur papa, la langue de leur maman. Qui sont déracinés.
déraciner rien que le français à longueur de journée, je pense que c'est scandaleux. On doit commencer par faire la culture, apprendre à nos enfants à parler nos langues. Je pense que ça va participer à quelque chose et ce n'est qu'à féliciter. Ouldat Mama, c'est l'une des innovations de la SRTB, la Société de radio et de télévision du Bénin, SORTV. Oui, une des innovations. C'est vrai que... Et une décision du Conseil des ministres. Effectivement, je pense que ça va aider aussi le Bénin à faire davantage nation, parce que je pense que tout le monde se sentira inclus. Je compte, je m'attends à une diversité des programmes qui pourront également, je l'espère, mettre en lumière ce qui se passe dans les zones rurales et pas seulement à Cotonou. Donc vous voyez, ça peut créer du divertissement, ça peut en tout cas catalyser une certaine créativité et puis un certain vivre ensemble. Donc je salue là aussi cette initiative et puis j'attends de voir ce que ça va donner. Augustin Sodinou? Ah oui, c'est une initiative à saluer. Comme sur la toile, on voit les commentaires, qu'on voit que vraiment le Béninois s'intéresse, s'accroche à sa culture. Donc cela ne fera que renforcer notre culture. Parce que je note des fléaux qui sévissent aujourd'hui dans notre société. Et si, entre-temps, on était toujours ancré dans notre culture, ces fléaux-là ne peuvent pas avoir toute la proportion que nous sommes en train de dénoncer aujourd'hui. Mais aussi, je voudrais attirer l'attention de nous tous sur le fait que nous pensons que lorsqu'on parle de la culture béninoise, qu'on ne parle que du vaudou. Non. Il y a des pratiques, il y a la tradition qui n'est pas seulement vaudou. Et je note que dans les manifestations officielles, dans des pratiques officielles, on ne s'accroche qu'à du vaudou, de telle enseigne qu'il y a des gens qui pensent que dès que nous parlons de la culture, c'est que nous parlons du vaudou. Alors que je peux citer, par exemple, une culture qui est typiquement béninoise et qui se décline par les pratiques, la façon de vivre des gens qui se retrouvent dans l'église du christianisme céleste. Nous égrenons les dernières secondes de l'émission. Et cela n'est pas du tout basé sur le vaudou, c'est basé sur la Bible et c'est de la culture béninoise qu'on intègre et que vraiment que toutes les communautés, et comme l'a dit Madame Maman, que vraiment ça participe à la construction de la nation où tout le monde se retrouve. Et ce sera tout pour le décryptage de l'actu de la semaine. Je le rappelle, j'ai reçu Ouldat Mama, politiste, auteur, spécialiste des questions internationales. Merci à vous. Merci. Augustin Sodinou, analyste politique. Merci. Merci à vous. Aristide Kanoussou, journaliste chroniqueur, correspondant de Fraternité FM à Cotonou. Merci à vous aussi. Merci Léna Kagwazao. Le plaisir est partagé. Merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation de cette émission Club Média 7. Merci à vous aussi, chers amis téléspectateurs, vous qui nous avez suivis. À très vite.